Bonjour et bienvenue à ce 11e numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous sur ces plateaux le président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, et cadre du FCC, Maître Constant Moutamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, la loi sur la Commission électorale nationale indépendante est promulguée par le chef de l'État. Comment évaluez-vous à ce stade le processus des réformes électorales? Il faut dire que le processus n'a pas suivi le cours normal des choses. Après autant des débâcles connus par le passé, il était impératif pour les acteurs sociaux, politiques de la République démocratique du Congo de tirer toutes les leçons du passé en se retrouvant autour d'une table afin de mettre en place une grille des réformes qui puisse mettre tout le monde à l'aise et qui soit pratiquement débarrassé des tout germes des conflits quelconques qui seraient à la base d'autres crises politiques à venir. C'est pour ça que nous avons considéré cette loi malheureusement, qui a été promulguée par le président de la République sur la CENI comme étant une loi conflictogène, une loi votée de manière unilatérale par un seul camp politique pour se faire réélire. C'est en fait une loi qui jette le lit de la tricherie à venir. Alors, vous avez demandé au président de la République de ne pas pouvoir promulguer cette nouvelle loi sur la CENI. Quelle était votre crainte? La crainte, comme je viens de vous l'expliquer, c'est des retombées sur les contestations du passé. La crainte était l'appropriation de la machine électorale par un seul camp politique pour de fins purement et tout à fait électoralistes. La crainte a été, entre autres, d'éviter que le pays ne replonge dans la crise indescriptible de son histoire en 2023. Et nous avons voulu que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin, afin de pouvoir donner à la République la chance de survivre après les élections. Souvenez-vous, après chaque cycle électoral, il y a eu des très graves crises qui ont malheureusement eu des conséquences fâcheuses qui restent malheureusement perceptibles sur l'économie, sur le social, sur les infrastructures, sur la diplomatie de la République. Il était important, au moins pour cette fois-ci, que nous allions aux élections avec des instruments juridiques qui soient suffisamment discutés, qui rassurent les uns et les autres, ça veut dire toutes les parties prenantes. Comment voulez-vous, par exemple, que vous ayez un arbitre qui soit en même temps jugé partie dans une joute quelconque, électorale fut-elle? Donc voilà, telle a été notre crainte exprimée à travers plusieurs de nos correspondances, plusieurs de nos plaidoyers, plusieurs de nos communiqués, et cela va être couronné ce lundi par une manifestation dans la rue, en signe de protestation à la validation et la promulgation de cette loi que nous qualifions de conflictogène, votée de manière cavalière par un seul camp politique. Donc vous estimez que cette loi pourrait représenter un grand danger? En effet, comment voulez-vous, par exemple, que des leaders politiques de la trempe des Fayoulou, des formations politiques comme NOGEC et bien d'autres du FCC, ne soient pas représentés à la CENI, mais au profit d'une poignée d'une société civile mallette, une fabrication de quelques compatriotes, acteurs majeurs de l'Union sacrée. Comment voulez-vous que la société civile ait 5 représentants au sein de la CENI? À partir du moment où nous le savons très bien, que notre société civile aujourd'hui est caricaturée et étiquetée politiquement. Il n'existe pas en réalité de société civile neutre.
soit une société civile qui est pro-pouvoir, pro-opposition, etc. Et à quelle société civile va-t-on attribuer tel ou tel poste? Encore que l'on le sait. La société civile congolaise en RDC, pour la plupart, c'est des associations qui n'ont des membres que leurs fondateurs. Vous allez donner autant de postes à des structures comme celle-là. Et en laissant de côté des acteurs majeurs du jeu politique. Qui sont ces acteurs? Et donc, je viens de vous citer Nongec. Vous trouvez normal que Nongec n'ait pas un représentant au sein de la future CUNI? Vous trouvez normal que, par exemple, la Mouka n'ait pas de représentant au sein de la future CUNI, mais qu'en même temps, vous allez être surpris qu'il y aura certainement une société civile que vous ne connaissez même pas de nom. Mais si on devrait aller selon cette logique, vous n'estimez pas que c'est tout le monde qui s'y plaindrait? Mais c'est pour ça, nous disons, qu'il fallait remettre tout le monde sur une table, autour d'une table, pour dégager d'abord les options des réformes majeures à opérer. Ensuite, les renvoyer à travers, bien sûr, une commission quadripartite. Nous souhaitions que ce soit composé dès la société civile, justement, des confessions religieuses, de la majorité au pouvoir, ainsi que de l'opposition. À partir de ce moment-là, ce serait de manière concertée, consensuelle, que l'on voterait la loi sur la CUNI. Par exemple, nous avons estimé qu'il était plutôt du bon à loi indiqué de dépolitiser complètement la CUNI, à défaut de la laisser alors politiquement structurée, organisée. À défaut de la politiser, il faut alors dépolitiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de donner assez de marge à la société civile, on ajoute plutôt des postes de plus à la majorité au pouvoir. Parce que vous estimez que la société civile certainement, absolument, mais c'est clair, c'est cette société civile qui sera représentée à la CUNI. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est appelé à valider toutes les candidatures qui seront présentées au chef de l'État pour nomination par ordonnance présidentielle. Et donc, vous convenez avec moi que ici, nous ferons plutôt face à 10 contre 5. Ce qui est extrêmement grave pour l'avenir du pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il aurait fallu que des discussions préalables puissent opérer au niveau de la commission quadripartite afin de rassurer les uns et les autres. Je crois que nous n'avons plus intérêt à replonger ce pays dans des crises inutiles, dans des crises à éviter. Et c'est cela les vœux de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Nous avons écrit au président de la République pour les lui faire comprendre. Nous souhaitons vivement, alors très vivement, que 61 ans après, que les Congolais soient davantage unifiés, davantage réconciliés autour de l'idéal du développement et non autour des guéguerres de positionnement politiciens. Ce temps est révolu, mais en même temps, il a démontré ses limites. Ce temps a plongé ce pays dans le gouffre. Ce temps a laissé ce pays dans une situation de déliquescence caractérisée. Donc il est, à notre humble avis, impératif que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. C'est pour la République que tous plaidons. C'est pour le peuple que tous militons. Alors si tel est le cas, pourquoi ne pas nous mettre tous autour d'une table et dégager un consensus autour des réformes? Parce que la centrale électorale doit rassurer les uns les autres. À partir du moment où nous ne sommes pas rassurés par la neutralité de la future centrale électorale, il sera difficile de compétir. Et donc nous risquons de laisser un seul camp, une seule famille politique jouer les jeux électoraux. Alors, vous vouliez un consensus pour la loi sur la CENI,
Mais quand, par exemple, le G13 menait un plaidoyer pour ces consensus, les FCC insistaient sur les cadres institutionnels avec la naissance de l'Union sacrée pour la nation. Est-ce que les choses ont-elles effectivement changé? Non, le FCC n'a jamais été opposé aux réformes. Seulement, comme vous venez de le dire, nous attendions le moment opportun où la question serait mise sur la table pour pouvoir maintenant inviter tous les acteurs, toutes les parties prenantes au processus électoral. Je crois que le temps est révolu, le temps est suranné pour des calculs personnels. Le temps est venu des ou pas? positionnements. Je dis, oui, nous sommes effectivement de plein pied dedans. Et il faut des réformes pour un processus électoral apaisé et crédible. Mais ces réformes doivent être consensuelles, concertées, mais alors pour éviter au pays de replonger dans le cycle infernal de crise, cycle infernal de guéguerre, de contestation. C'est cela notre vœu. Mais qu'il y a ces jours, c'est vrai que vous évoquez certains points du FCC par rapport aux réformes, mais en des termes plus clairs, quelle est la position du FCC en rapport avec les préparatifs des élections, notamment les réformes? Bon, il faut dire que je ne suis pas venu parler au nom du FCC. Vous êtes pourtant cadre du FCC. En effet, la position plutôt de NOJEC à ce sujet est que nous puissions d'abord tenir les élections dans les délais constitutionnels. Ça veut dire en 2023, parce qu'il est des délais, il est des mandats dont la durée est constitutionnelle. Tel est le cas de l'élection présidentielle, des législatives nationales, provinciales. Il en va donc de la responsabilité de tous les acteurs de pouvoir faire respecter cet impératif constitutionnel. Mais faudra-t-il y aller pour y aller? Nous disons non. Nous avons posé des préalables. C'est entre autres procéder aux réformes abyssales sur le plan de la structuration du FCC, donc de la CUNI, l'organe organisateur des élections, mais aussi sur la mécanique électorale elle-même, ça veut dire la loi électorale. Il y a eu des failles qui ont préjudicié et qui n'ont pas été adaptées à nos réalités socio-politiques, entre autres les seuils par exemple de représentativité. Entre autres, la question des élections au suffrage universel indirect des gouvernants de province. Entre autres, l'élection des sénateurs au suffrage universel indirect. Le rôle même des assemblées provinciales aujourd'hui. Donc, c'est des questions là. Le mode de scrutin en soi, présidentiel, tout comme certains autres scrutins. Ne faut-il pas aller sur le système de la majorité simple? Ou faut-il rester sur le système proportionnel? Faut-il? Donc il y a autant de questions qui invitent évidemment à des réformes sérieuses et abyssales qui soient adaptées à nos réalités. Là vous le dites au nom de NOJEC, c'est ça? Au nom de Mais le FCC à ces jours n'a pas de position officielle? Écoutez, qu'il ait de position ou pas, je n'ai pas été mandaté pour engager le FCC. Très bien. Mais qu'est-ce que vous aurez souhaité pour que la CENI soit totalement dépolitisée? Eh bien, écoutez, c'est comme j'ai dit. Nous, NOJEC, nous avions proposé en son temps de confier tout le bureau aux confessions religieuses, où nous estimions que l'Église catholique prendrait facilement la présidence, la vice-présidence Église protestante, ainsi de suite. Puisque ces prélats sont dignes, on était même allé à proposer de Monseigneur Monsengo, le cardinal honoraire, en estimant que, bon,
ce ne sont pas les personnalités politiques autonomes et indépendantes qui nous manquent. Il y a des personnalités viables dans ce pays, mais c'est nous-mêmes qui refusons de recourir à elles pour nos besoins, pour nos calculs politiciens. Et c'est ça qui plonge et replonge le pays dans des crises infinies. Donc vous estimez, si on donnait la CENI aux confessions religieuses, la question de la politisation de la CENI, on n'en parlerait plus? Non, absolument pas. C'est la vérité, nous estimions alors faute, puisque il y a une injustice notoire dans la répartition actuelle qui tient compte de la société civile politiquement étiquetée, qui ramènerait plutôt le nombre des représentants de la majorité au pouvoir au double de celui qui est réservé à l'opposition. Il était alors carrément indiqué que nous puissions alors totalement dépolitiser en laissant la machine électorale entre les mains des personnalités neutres, comme les prélats, comme les confessions religieuses. En ce moment-là, nous allons aux élections armes égales et au meilleur de l'emporter. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? La machine électorale est devenue une machine à fabrication d'élus. Vous imaginez que vous soyez, par exemple, vous, des opposés à tel parti politique qui est suffisamment représenté à la CENI, ce qui fut le cas par le passé. Mais ils vont tout faire pour vous priver d'élus. Est-ce que cette crainte, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes de l'opposition? Ça a été le cas, non. Je suis du FCC. J'ai décrié cela en 2018. Parce que Nogec a été opposé farouchement à certains autres partis politiques du FCC, mais qui avaient des représentants à la CENI. Et Nogec en a payé le prix cassé. Élu, mais jamais été proclamé. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nogec n'avait pas de représentants à la CENI. Et les autres partis compétiteurs est-ce que toutes ces personnes élues avaient des représentants à la CENI? Non, mais pour la plupart. Pour la plupart, étaient issus des partis ou formations politiques qui avaient des représentants à la CENI. Posez la question. Renseignez-vous. Soit comme membre de la plénière, soit comme membre du bureau. Et ça, c'est inacceptable. Nogec ne souhaite plus aller aux élections avec une loi électorale, avec une loi sur la CENI politiquement étiquetée, politiquement élaborée, taillée sur mesure, pour être une fois de plus victime de la méchanceté des acteurs politiques. Nous voulons aller aux élections, mais avec un arbitre neutre. Nous voulons aller aux élections, mais avec des assurances de la crédibilité du processus. Mais Nogec ne compte pas aller aux élections avec une machine électorale qui est déjà acquise au préalable pour un camp politique précis, pour des partis politiques précis. Dites-moi au nom de quoi des formations politiques extra-parlementaires n'aient pas droit à se faire représenter à la CENI, alors qu'ils ont une présence réelle sur terrain et dans l'opinion. C'est ça votre grande crainte. Et donc, la CENI ne devrait pas être considérée comme une chasse gardée de quelques partis politiques, de quelques individus ou d'une famille politique quelconque. C'est pour ça que nous avons appelé de tous vœux le président de la République à surseoir à la promulgation et à remettre les Congolais autour d'une table. Maintenant que c'est fait, la suite c'est quoi selon vous? Électorales en général. Mais écoutez, rien n'est tard. Il est encore possible de remettre les Congolais autour d'une table, de surseoir à l'application de cette loi et de discuter. Il faut maintenir le dialogue. Nous nous appelons un dialogue électoral sur les réformes. Maintenant que nous avons suivi la question de la loi Tchani,
qui sera bientôt examiné, qui divise encore les Congolais. Jusque quand allons-nous continuer à nous diviser pour des questions qui peuvent être discutées? On ne dit pas que tel compatriote a tort. On ne dit pas que l'autre camp a raison. Mais il est important qu'un consensus soit trouvé autour de toutes ces questions qui engagent l'avenir de la nation. L'homme blanc, pour pouvoir garder et maintenir la République dans le sous-développement, nous a divisés au lendemain de notre indépendance. Alors, maître, avec cette nouvelle configuration de la CENI, visiblement, ça ne vous arrange pas, mais l'opposition à laquelle vous appartenez, à la deuxième vice-présidence de la CENI, n'êtes-vous pas satisfait? Écoutez, le combat de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo va au-delà des positionnements individualistes. Il ne s'agit pas de l'intérêt d'un individu ou d'un parti politique, encore moins d'une famille politique précise. Il s'agit de l'avenir de toute une nation. Le problème, ce n'est pas que la deuxième vice-présidence appartienne au FCC ou pas, appartienne à Nogec ou pas. Le problème, c'est est-ce que ça rime, est-ce que ça concourt à la crédibilisation du processus électoral futur? Est-ce que ça met tous les acteurs politiques d'accord? Est-ce que ça rassure? Non. Pour autant, comme je viens de vous le dire, quel est le rôle d'un deuxième vice-président? Il représente les chrysanthèmes, comme disent les Français. Mais les véritables décideurs de la machine politique, comme vous le savez, les votes, très souvent, à ce niveau-là, c'est à la majorité. Et c'est sur la base aussi bien de ceux qui sont majoritaires, qui influencent les grandes décisions. Nous avons dit qu'il fallait donner un rôle prépondérant au secrétariat national exécutif, qui est l'organe technique de la CENI. Et au niveau du bureau, voir dans quelle mesure, si l'option dans le cadre du dialogue électoral sera de politiser la CENI, alors en ce moment-là, on politise équitablement, selon les forces politiques en présence, pas les forces institutionnelles. Et parmi les forces politiques, il y a la Nogec dedans. Ben écoutez, je ne viens pas plaider pro domo, encore moins par procureur. Je parle de la nation. Je parle des forces politiques. Si, pendant le dialogue électoral que nous proposons, Nogec s'avérera une des forces politiques montantes, mais aussi présentes dans l'actualité politique, mais aussi sur terrain, pourquoi pas? Ce que nous refusons, c'est de mettre de côté, c'est de chercher à mettre de côté des acteurs politiques majeurs de ce pays au nom de certaines considérations individualistes en passant par la centrale électorale. Je vous donne un cas de figure. Vous trouvez normal qu'une personnalité politique de la trempe de Fayoulou ne soit pas représentée à la CENI? Au nom de quoi? À la dernière présidentielle, vous trouvez normal qu'une personnalité comme Mouzito ne soit pas représentée à la CENI? Vous trouvez normal que Nogec, en tant que force montante de la jeunesse actuellement, et qui a fait ses preuves depuis 7 ans dans les débats politiques du pays, dans la mobilisation de la jeunesse, ne soit pas représenté au sein de la CENI?
mais que nous assistions plutôt à la représentation de certaines associations malaises fabriquées opportunément par des hommes forts de l'Union sacrée. Non, c'est injuste. Il y a même un problème d'équité. Et c'est pour ça que nous disons, ceux qui vont contester demain, ceux qui vont mettre les gens dans la rue demain, mais c'est nous, acteurs politiques de l'opposition. Il faut impérativement écouter l'autre son des cloches, discuter autour d'une table des options claires à lever pour un processus électoral apaisé. Ça ne coûtera rien à l'actuel pouvoir. Ça ne coûtera rien à l'Union sacrée que d'ouvrir les discussions autour d'autres forces politiques, autour d'autres forces sociales. Alors vous estimez qu'à ce stade, qu'il y a possibilité de lever les options, entre autres à travers ces consensus que vous appelez par rapport à la loi sur la CENI, mais au cas où cela n'est pas fait, que fera la NOJEC? Est-ce que vous allez poursuivre ces processus des réformes électorales? Vous allez participer ou non, carrément? Ben, écoutez, nous n'avons pas encore levé d'options là-dessus. Nous ne sommes pas encore dans l'impossible de cas. Pour nous, il est encore possible de se retrouver autour d'une table pour discuter des réformes électorales. Et nous allons amplifier la pression. Nous allons mobiliser notre peuple, qui ne veut certainement pas de cette loi, qui ne veut certainement pas revivre l'expérience du passé, qui ne veut certainement pas voir son pays replonger une fois de plus dans des crises post-électorales incommensurables. Vous appelez et donc ce peuple attend un consensus. Ce peuple attend de nous un sursaut patriotique qui nous permette de lui présenter une loi, une CENI qui rassure, où seuls les meilleurs vont l'emporter. Vous appelez à un consensus, vous de la NOJEC, autant le tandem Fayulu-Muzito les fait, mais est-ce que de votre côté, vous vous êtes déjà retrouvé pour lever certaines options ou ça s'est fait jusque-là d'une manière individuelle? En tout cas, jusque-là, chaque formation politique lève des options. Il n'y a pas encore eu de concertation entre toutes les forces sociales et politiques qui pensent la même chose. Mais je crois qu'à cette allure, il y aura certainement une synergie de forces pour contraindre l'actuel pouvoir à ouvrir le consensus sur la question des réformes électorales en général. Vous projetez les faire, vous, de la NOJEC? Écoutez, nous avons, nous, NOJEC, amorcé une série de concertations, des consultations auprès de toutes les personnalités politiques, les formations politiques. Nous avons été avec le président Noël Tchani, nous avons été avec le secrétaire général Billy Kambalé de l'UNC, nous avons été avec tant d'autres acteurs, dont ceux du Nouvel Élan de Muzito. Nous serons avec SID, nous avons été avec l'honorable Peter Kazadi pour l'Union sacrée. Nous continuerons d'autres consultations et je pense qu'au terme de ces consultations que nous menons, si notre plaidoyer n'est pas pris en compte, nous serons obligés de pouvoir carrément créer une synergie de fait, factuelle, qui puisse amener le pouvoir actuel à ouvrir les discussions autour des réformes électorales. Elles ne devraient pas être fermées au niveau
du Parlement seulement. Non, il faut ouvrir ça à d'autres forces sous-représentées à l'Assemblée, à d'autres forces non représentées à l'Assemblée. Alors, qui retenir déjà de la première étape de consultation que vous avez amorcée, vous, Logique? D'un côté, il y a une volonté de part et d'autre à voir la République décoller. Il y a une volonté manifeste de part et d'autre à avoir un processus électoral crédible en 2023. La volonté est là. Mais nous disons qu'elle ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et matérialiser le vœu qui est le nôtre en ouvrant ce processus de réforme à tous les acteurs. Alors, qui dites-vous sur l'audit de l'équipe des Nanga, par exemple, qui a été très réclamé, mais jamais réalisé à ces jours? Vous savez, Nojek était la première formation politique à réclamer cet audit. Parce que lorsque vous avez géré l'argent de l'État, vous devez en être redevable à un certain moment. Vous devez être capable de dire au peuple congolais que l'argent que vous avez mis à ma disposition était l'auteur et voilà comment je l'ai géré. Et cela procède aussi de l'état de droit. Cela permet à d'autres opérateurs qui viendront après de ne pas s'amuser avec l'argent du contribuable congolais. Parce qu'en fait, c'est l'argent du contribuable congolais qui est collecté pour un service public précis, une mission publique bien précise. En l'occurrence, l'organisation des élections. Il ne faudrait pas que la centrale électorale soit considérée comme un lieu d'enrichissement illicite, comme ce fut le cas par le passé. Il ne faudrait pas qu'à la longue, la CENI soit un lieu où on va pour en sortir millionnaire. Nous avons même nous suggéré que ceux qui travaillent à la CENI, en tout cas au sein du bureau et de la plénière, ne soient pas rémunérés. Et on verrait qui irait travailler à la CENI. Ne soit pas sécurisé avec autant de gardes du corps. Non, ça doit être des citoyens lambda. Vous savez, on peut organiser des élections sans forcément passer par toutes ces formules difficiles à comprendre. Et quelles sont les formules faciles? Mais écoutez, l'organisation des élections, il suffit qu'on dise à chaque chef des rues, chef de quartier, d'organiser des élections. Avec notre système Android, nouvelle technologie, l'information, même sans cela, affiché à un endroit public sur l'avenue, on a voté et puis on a affiché. Mais on aura les résultats crédibles. Et on compte manuellement, comme on le faisait à l'université, comme on le faisait à l'école. Et en termes de temps, vous estimez que ça se fera? Mais ça peut se faire le même jour. On n'a pas besoin sur de toutes ces formules sur toute l'étendue du territoire national, excepté des zones empreintes aux insécurités récurrentes. Des gens peuvent sortir. D'ailleurs, vous savez que cette élection-là, très souvent, il n'y a pas de tricherie. Parce que, si vous êtes par exemple d'un village précis, mais c'est tout le monde qui verra là, oui, 1, 2, 3, 4, oui, tel a eu autant. Et ce nombre de voix est immédiatement communiqué, d'abord affiché, pour que nul n'en prétexte ignorant. Et quand on publie les résultats, on y va bureau après bureau. Et quand on communique, vous pensez qu'on va communiquer? Je dis les mêmes bureau résultats après bureau de vote. Ça, c'est un cas de figure pour vous dire qu'il est possible que les opérateurs qui sont engagés à la CENI ne soient pas en fait des commerçants, qui n'aillent pas travailler de manière lucrative à la CENI. Ça doit être de l'apostolat.
C'est pour ça que nous avons souhaité à l'époque que ce soit des confessions religieuses. Alors, mais si d'autres compatriotes estiment qu'il faut une présence des politiques, mais alors il faut tenir compte des véritables politiques, des véritables formations politiques en présence. Et ces véritables formations politiques, comment les sélectionner sur Mais base c'est de quels simple. critères? Non, mais c'est simple. La présence sur terrain, ça se sait. L'implantation sur terrain, il suffit de poser la question. Combien des partis, par exemple, de l'Union Sacrée vous connaissez, vous, des cœurs? Là, je ne vais pas vous répondre après l'émission. Combien de partis du FCC vous connaissez? Les sondages est là. Vous posez la question au Congolais lambda, il vous dira, ben écoute, je connais PPRD, je connais X parti, je connais Nojec pour le FCC. Non mais je connais UDPS, je connais FDC, je connais UNC, je connais... Ça se sait. Et on va éviter ces cycles de tricherie où des gens restent là avec leur argent pour acheter des postes. Ça, nous refusons. Il n'y a pas que la loi sur la CENI. Les réformes électorales vont se poursuivre avec la loi électorale. Mais que souhaiteriez-vous comme réforme à ce point? Écoutez, sur le plan électoral, nous avons dit qu'il faut commencer par supprimer cette pratique de seuil de représentativité. L'une des priorités? Ça ne permet pas de dégager la véritable expression populaire d'une entité, d'une circonscription électorale. Il est arrivé que X candidat a été porté par ses électeurs, mais ne soit pas proclamé élu. Tout simplement parce que sa formation politique n'a pas atteint les seuils de représentativité. Et ça crée un conflit. Et celui qui est proclamé et qui n'avait peut-être même pas la moitié des voix, n'a pas de légitimité à la base. Donc ça crée un sérieux problème, une crise réelle de légitimité à la base. Une contradiction manifeste. Et vous ne savez pas expliquer à ce Congolais lambda toute cette mécanique intellectuelle. Et c'est pour ça, on dit qu'il y a eu tricherie. Peut-être pas. Mais la mécanique électorale adoptée n'est pas adaptée à nos us et coutumes sociopolitiques. Il faut laisser à celui qui a été élu d'être proclamé élu. Celui qui a plus de nombre de voix, c'est simple. Celui qui a plus de nombre de voix dans une circonscription le proclame élu. Et il n'y aurait pas de problème. On dit, ok, c'est Cléopâtre qui a été élu. Mais en fait, qui a eu plus de voix que Constant. Que la population ne puisse pas constater que Constant est proclamé en lieu place de Cléopâtre. Au nom des formules, des chimères politiciennes, non. Et donc voilà les vœux de Nojec. Ça, c'est la première grande réforme. Il faut casser cette histoire de seuil de représentativité. Au-delà de ça? Au-delà de ça, pour nous, il faut supprimer les assemblées provinciales, qui ne servent à rien. Source plutôt du nivellement vers le bas, c'est de la République. Source des conflits, des freins même des provinces, de l'essor des provinces. Dites-moi, quelle est l'Assemblée provinciale qui a déjà produit des édits qui ont contribué à faire développer une province? Il n'y en a pas. C'est des dépenses de trop inutiles. Cet argent aurait bien servi à la construction des écoles, des infrastructures, des hôpitaux, etc. Il faut s'assumer. Nous ne sommes pas encore au niveau d'avoir des assemblées délibérantes au niveau de la base. Non, nous n'avons pas encore atteint ce niveau parce qu'il faut des moyens. Nous n'avons pas encore atteint cette culture. Pourquoi? Parce que ce député provincial qui est élu, pour la plupart,
il a été peut-être, il n'a même pas étudié. Parce qu'au regard de notre électoral, on dit expérience dans tel domaine, dans l'agriculture, dans l'artisanat, etc. de 5 ans. Donc quelqu'un peut avoir juste été, je ne sais pas moi, tel ou tel, dans telle ou telle profession pendant 5 ans. Il vient vous brandir un document et il est candidat. Et il est voté massivement. Mais c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que peut-être il n'a pas assez d'instructions. Il ne saura jamais proposer ceci, cela. Le problème, c'est l'argent, rien que l'argent. Et c'est comme ça que vous avez remarqué qu'il y a un niveau très élevé de corruption au niveau de nos assemblées délibérantes en général. Tout est monnayé. Aucune loi ne passe sans corruption. Je veux dire, loi essentielle. C'est comme ça que nous avons fait face, par exemple, au phénomène Jeep. Plusieurs fois, il y a eu des scandales d'argent. Vous vous rappellerez encore du tollé créé par l'élection sénatoriale récente. Il y a ce problème qui nécessite impérativement une réflexion approfondie par les différents acteurs. En tout cas, pour nos GEC, l'Assemblée provinciale n'ont plus lieu d'être. Donc la suppression de seuil et puis deux assemblées provinciales sont une priorité pour vous. Mais en effet, l'élection des gouverneurs au suffrage universel direct, en ce moment-là, faute de ça, alors sa nomination ou leur nomination par le président de la République. Comme ça, le président est directement responsabilisé. Parce que c'est même le cas. Un gouverneur est élu, mais il peut être révoqué à tout moment par le président de la République. Il suffit de fabriquer une crise entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale pour que, sur la base de l'article 198, le président de la République révoque un gouverneur. Il faut impérativement arriver pour l'élection sénatoriale, à défaut de supprimer les Sénats, parce que moi je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut supprimer les Sénats. Pourquoi? Qui est budgétivore, inutile. Dis-moi, quel est le travail du Sénat dans notre pays aujourd'hui? Vous dites, seconde lecture, donc un sénateur peut aussi porter une proposition de loi, etc. Mais la Constitution elle-même prescrit qu'en cas de divergence de vote entre Assemblée nationale et Sénat, c'est le vote de l'Assemblée nationale qui prime. Maintenant, à quoi sert le Sénat? Ça crée quel équilibre? Si ce n'est, une fois de plus, constituer une charge budgétaire conséquente au détriment du développement. En fait, nous priorisons les futilités dans notre système électoral, dans notre système d'organiser nos institutions. Nous préférons mimer des exemples de l'extérieur, de l'étranger, qui ont bien plus d'expérience de la démocratie que nous. Les États-Unis ont plus de 200 ans d'expérience de leur démocratie. La France, n'en parlons pas. La Grande-Bretagne et bien d'autres. Voilà des exemples que nous prenons. Non, c'est inadapté. Nous n'avons que 61 ans d'existence comme nation. Donc prenons notre mal en patience. Organisons des choses d'abord en fonction de nos moyens, mais aussi en fonction de nos réalités sociopolitiques, de nos réalités culturelles. Vous avez dans la Constitution des pouvoirs qui sont donnés de manière exorbitante au Premier ministre. Exorbitante. Je vous informe que seuls quelques actes à peine ne sont pas contresignés par un Premier ministre. Vous dites que c'est le Premier ministre qui définit la politique de la nation, c'est le Premier ministre qui répond devant... Mais nous sommes en Afrique et au Congo. Le président reste chef, il reste président. Pour preuve, cela a été à la base des graves crises entre FCC et CASH. Parce que lorsque maintenant le président n'a pas de majorité au niveau du Parlement,
c'est là que les insuffisances de nos textes apparaissent au grand jour. Le pays devient ingouvernable. Pourquoi? Parce que celui qui a la dernière signature refuse les propositions qui doivent constitutionnellement, par exemple, provenir d'un autre pouvoir, d'un autre échelon du pouvoir. Donc les réformes politiques sont essentielles. Il faut ouvrir la nationalité congolaise, parce que ça procède aussi d'une des réformes électorales. L'article 10 de la Constitution doit être révisé. Il est anormal qu'un Congolais d'origine qui a acquis une nationalité étrangère n'ait pas droit de citer, n'ait pas droit de citoyenneté au Congo. Donc ça devait faire partie des éléments ou de points de réforme. Absolument, absolument. Tout Congolais d'origine, quelle que soit la nationalité qu'il a, doit être à même de pouvoir voter. Parce qu'en fait, il reste sociologiquement très attaché à son ethnie, à sa tribu. On est Congolais parce qu'on est Moulouba, parce qu'on est Moussongi, parce qu'on est Mouyonzi, parce qu'on est Moutetela, parce qu'on est Zondé, parce qu'on est Mouyombe, parce qu'on est Mongo. C'est ça que dit notre Constitution. Et Congolais d'origine, toute personne qui appartient à une ethnie dont les personnes ont constitué ce qui est devenu la RDC en 60. Ça, c'est l'article 10 de la Constitution. Mais ça veut dire, en réalité, puisqu'on ne peut pas perdre sa tribu d'origine, son ethnie d'origine, on ne peut pas perdre la nationalité congolaise. Il faut arriver à ne pas confondre avec le verrouillage de l'accès et exercice de certaines fonctions ou hautes fonctions de souveraineté. C'est deux notions différentes. Mais la question de l'ouverture du droit de vote, du droit électoral, dans son acception globale, doit être priorisée dans les réformes à venir. Nous allons, Dieu aidant, dans les semaines qui suivent, porter au public notre ouvrage, la deuxième édition de notre ouvrage sur la double nationalité en RDC, l'impératif de la double nationalité en République démocratique du Congo. Et là-dedans, nous abordons toutes ces questions qui défrayent aujourd'hui la chronique. Ok. Et dans le domaine de la justice, la Cour constitutionnelle a été renouvelée, même chose pour la Cour de cassation. Êtes-vous satisfait? Ben écoutez, nous avions à l'époque dénoncé la procédure qui avait conduit à la désignation de ces hauts magistrats, dont la compétence, les qualités restent insoupçonnées. Quand vous lisez le profil du professeur Kalouba, chapeau bas. Nous avions fustigé la manière dont l'actuel régime avait procédé pour pouvoir renouveler la Cour constitutionnelle, qui était en marge des dispositions constitutionnelles et légales. Mais maintenant qu'ils sont là, nous les invitons plutôt à rassurer davantage toutes les parties prenantes. De quelle manière voudriez-vous que cela soit fait? À travers leur conduite quotidienne, à travers les arrêts qu'ils prennent. Parce que si nous constatons qu'à l'approche des élections, la conduite de la Cour est de nature à nous pondre davantage aux désarrêts électoraux politiquement fabriqués, ben nous allons la récuser. Nous allons la récuser, nous allons exiger sa restructuration avant les élections de 2023. Alors, la proposition de loi Minakou Sakata demeure pendante. Souhaiteriez-vous que cela soit programmé à l'Assemblée nationale? Ben, pourquoi pas? Il faut toujours réformer. Les réformes dans notre pays demeurent une nécessité. Donc, tant qu'il
tant qu'il sera possible de réformer, d'adapter nos lois aux réalités socio-politiques du pays, il faut bien le faire. Aucune loi n'est élaborée pour demeurer éternelle. Les lois sont appelées à s'adapter à l'évolution de choses. Donc au moment opportun, vous estimez que ce serait intéressant de débattre sur ces sujets? Pourquoi pas? Des compatriotes qui l'avaient initié en avaient le droit. Voilà. Et concernant le recensement général de la population, le gouvernement a mis en place une commission pour présenter une feuille de route dans le prochain jour. Quelle est votre position? À ce propos, nous saluons, NOJEC salue l'initiative du gouvernement sur les recensements de la population. C'est la base du développement de toute nation. Vous ne pouvez pas faire des planifications dans votre famille sans connaître le nombre exact des membres qui la composent. Combien d'enfants il y a, combien d'adultes il y a. C'est ce qui vous permet de faire une programmation, une projection annuelle des dépenses à effectuer. Qui est à l'école maternelle, qui est à l'école secondaire, qui est à l'université. Et donc, la démographie est l'élément, l'indicateur majeur qui permet à un État de faire des planifications de développement à court, à moyen, à long terme. Jusque-là, la RDC n'a pas de plan de développement réel, adapté. Parce que on n'est pas en mesure de dire à la fin du monde combien de Congolais il y a exactement. Nous sommes au nombre de combien? Vous ne pouvez pas construire sur la base des à peu près. Nous sommes plus ou moins 80 millions, il y en a qui disent plus ou moins 70 millions, il y en a qui disent plus ou moins 90 millions, 100 millions, etc. Vous ne pouvez pas construire une nation sur cette base-là. Donc c'est un impératif qui est de recenser la population. Vous êtes pour un recensement de la population avant 2023? Nous sommes pour les recensements de la population à n'importe quelle période. Mais en fait, le bémol est qu'il faut distinguer la notion du recensement des celles de l'élection. C'est deux fichiers différents. Parce que même dans le cas du recensement, ce n'est pas toute la population qui vote. Oui, on peut s'en servir. On peut se servir du fichier civil pour pouvoir y dégager une portion qui répond au critérium d'être électeur et éligible. Mais dans tout le cas, il faut impérativement un fichier électoral. Qui vote? Et de ce point de vue, il faut faire la démarcation. Si nous estimons, évidemment, que les recensements avec les nouvelles technologies, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile de recenser aujourd'hui. On peut recenser en 6 mois. Je viens de vous le dire, on peut recenser en quelques mois. C'est pas difficile du tout, c'est fou. À partir du moment où il y a de la volonté politique, on peut recenser, avoir un fichier national de toute la population et peut-être à partir duquel la Commission électorale nationale indépendante va puiser son fichier électoral. Mais ça ne doit pas être une condition pour l'organisation des élections. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un premier fichier et deuxièmement, est-il que nous allons, c'est vrai, j'entends des gens dire ça permet de savoir qui est réellement congolais, etc. Non, notre système d'état civil n'est pas encore à même de dégager avec précision qui est congolais, qui ne l'est pas. Qui a le droit de vote, qui ne l'a pas. Et c'est pour ça que nous avons appelé à un dialogue électoral, à un dialogue social, pour discuter de toutes ces questions-là, qui vont au-delà d'un camp politique, qui vont au-delà d'une famille politique.
C'est des questions qui touchent à l'avenir de tout un peuple, de toute une nation. À ton avenir, à mon avenir et à l'avenir de nos enfants. Et il est important de pouvoir nous mettre autour d'une table pour discuter de tout ça et lever des options claires. Parce qu'en fait, si problème il y a demain, que cela soit porté par tous. C'est l'avantage du consensus. Et pour ceux qui tiennent à tout prix à opérer par des coups de force, les désavantages, et que demain ils porteront seuls la responsabilité de la déliquescence, de la chute, de la faillite, de l'échec. Nous avons plus que besoin aujourd'hui de nous rassembler, de parler le même langage sur des questions qui concernent le développement du pays, l'avancement du pays. Ça ne tuerait personne. Il faut éviter de gérer par défi. Une république, comme j'ai toujours dit, n'est pas un jeu de loterie où on doit procéder par essai-erreur. Une république, c'est comme un être humain. Alors, au regard de tout ce que nous avons évoqué comme point lors de cet entretien, qu'est-ce que la NOJEC propose, pour ne pas dire les FCC, pour mener à bien les réformes telles que souhaitées? Nous avons dit, pour mener à bien les réformes, il faut impérativement mettre les Congolais autour d'une table. Laisser prévaloir les idées de tous bords. Les mettre dans un panier, les tamiser et en sortir les meilleurs possibles, qui seront maintenant coulés en loi par le Parlement. Tenir compte de toutes les forces transfuges possibles. Et donc, nous pensons que la meilleure façon de procéder pour réformer, c'est de mettre les Congolais autour d'une table. Nous en appelons une fois de plus à un dialogue électoral, ce cadre qui permettra de mettre ensemble la société civile, les confessions religieuses, l'opposition politique, parlementaire, extra-parlementaire, ainsi que la majorité actuelle, ça veut dire l'union sacrée. Ça nous permettra de dégager une grille des réformes qui sera présentée au Parlement afin de la mouler en loi. Ceci aura pour avantage de sécuriser les uns et les autres lors du processus électoral à venir, lors des élections à venir. Une question de curiosité. Joseph Kabila sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle? Je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée? Aucune. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot pour clôturer? Je vous remercie pour m'avoir invité dans votre émission. C'était un plaisir. Merci. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.